J'espère que tout va bien pour vous et que vous vous portez au mieux. Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens ont le sentiment d'assister à une situation inédite dans l'histoire du pays. Ils observent, et je dis bien qu'ils observent avec étonnement, un décalage immense entre les déclarations. J'espère que tout va bien pour vous et que vous vous portez au mieux. Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens ont le sentiment d'assister à une situation inédite dans l'histoire du pays. Ils observent, et je dis bien qu'ils observent avec étonnement, un décalage immense entre les déclarations publiques des autorités et ce que l'Algérie a toujours revendiqué comme principes fondamentaux. Ce contraste frappe les esprits. Depuis des décennies, l'État algérien s'est construit une image claire sur la scène internationale. Défense du droit international, refus des atteintes à la souveraineté des nations, opposition ferme à toute violation de l'intégrité territoriale des États indépendants. L'Algérie s'est également présentée comme une voix critique face aux ingérences extérieures et aux interventions militaires menées par des puissances contre des pays reconnus par la communauté internationale. Or, aujourd'hui, ce que beaucoup perçoivent, c'est une distance surprenante entre ce discours historique, forgé au fil des crises diplomatiques et géopolitiques, et certaines positions exprimées publiquement. Ce contraste, pour une partie de l'opinion, est tout simplement spectaculaire. Et ce contraste devient encore plus saisissant lorsqu'on compare deux univers pourtant censés parler au nom du même pays. D'un côté, la presse algérienne, qu'elle soit privée ou publique, affiche un ton clair, presque unanime. Dans les journaux, sur les plateaux de télévision, à la radio, les analyses convergent. L'Iran est présenté comme la cible d'une guerre déclenchée par Israël et les États-Unis. Une guerre décrite comme brutale, massive, marquée par des frappes aériennes répétées et des bombardements d'une violence extrême, parfois même dirigés contre des zones civiles, avec à la clé des centaines de victimes, parmi lesquelles des enfants. Depuis la fin du mois de février 2026, les médias algériens multiplient les critiques contre ce qu'ils qualifient d'offensive américaine et israélienne contre Téhéran. Les éditoriaux, les débats télévisés et les chroniques radiophoniques semblent parler d'une seule voix pour condamner ces attaques. On pourrait presque croire à une mobilisation médiatique générale. Mais pendant que cette ligne domine dans l'espace médiatique, les responsables politiques du pays, notamment ceux qui pilotent la diplomatie depuis le ministère des Affaires étrangères, semblent jouer une toute autre partition. Le discours qu'ils tiennent et les attitudes qu'ils adoptent sur la scène internationale s'éloignent nettement de ce qui est analysé, commenté et dénoncé quotidiennement dans les médias algériens. Deux récits coexistent alors, celui diffusé par la presse et celui incarné par les décisions réelles du pouvoir. À première vue, certains pourraient croire qu'il ne s'agit que d'un décalage classique, presque anodin. Mais non, la situation est bien plus troublante. Car ici, la contradiction ne se limite pas à une différence entre le pouvoir et une partie de l'opinion. Elle traverse aussi les institutions censées relayer la parole officielle, y compris les médias publics. Autrement dit, on a l'impression qu'un message implicite a été distribué en haut lieu. Continuez à condamner Washington. Poursuivez vos attaques verbales contre Donald Trump, Benjamin Netanyahou et Israël. Maintenez cette façade dans l'espace médiatique. Pendant que, sur le terrain diplomatique, nous suivons une toute autre ligne. Et c'est précisément là que le malaise devient évident. Ce que les autorités algériennes donnent à voir sur la scène internationale ne colle ni avec l'héritage diplomatique du pays, ni avec le récit dominant diffusé à l'intérieur de l'Algérie. Il y a donc une contradiction de fond, une incohérence qui ne peut plus être maquillée par quelques slogans ou quelques postures. D'où vient-elle? Pourquoi un tel double langage? C'est ce que nous allons décortiquer étape par étape en examinant attentivement la manière dont les décideurs algériens ont ajusté, modifié, puis fait évoluer leur attitude face à la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Et très franchement, il y a de fortes chances qu'au terme de cette démonstration, vous arriviez à la même conclusion que nous. Entre l'Iran d'un côté et le tandem Israël-États-Unis de l'autre, Abdelmadjid Tebboune et son régime ont fini par faire leur choix. Et ce choix, il semble désormais assez clair. La meilleure illustration? Un communiqué récent du ministère algérien des Affaires étrangères, publié le 8 mars 2026, donc tout récemment. Ce jour-là, Ahmed Attaf, patron de la diplomatie algérienne, s'est entretenu au téléphone avec son homologue d'Azerbaïdjan. Or, ce pays n'est pas un acteur neutre dans cette équation. L'Azerbaïdjan, voisin direct de l'Iran, se trouve au carrefour de la Russie, de l'Arménie et de la République islamique.
C'est un État du Caucase, rattaché à l'espace d'Asie mineure, marqué par une culture turcique et surtout connu pour ses considérables richesses énergétiques. Avec près de 600 000 barils de pétrole produits quotidiennement, il s'impose comme un acteur pétrolier et gazier important dans sa région, même si son niveau reste inférieur à celui de l'Algérie. Pays prospère, stratégiquement placé et surtout frontalier de l'Iran, l'Azerbaïdjan n'apparaît évidemment pas ici par hasard. Pour comprendre l'arrière-plan de cette affaire, il faut revenir sur un épisode très récent. Aux alentours du 5 mars, l'Azerbaïdjan affirme avoir été visé par une attaque attribuée à l'Iran. Selon plusieurs informations relayées par les autorités locales, un projectile, certains parlent d'un missile, d'autres évoquent plutôt un drone, aurait frappé une zone située à proximité immédiate de l'aéroport d'une grande ville du pays. L'explosion aurait touché une cible précise et provoqué plusieurs blessés, d'après des sources officielles. Depuis cet incident, la tension entre Bakou et Téhéran n'a cessé de s'intensifier. Et comme si cela ne suffisait pas, un nouvel élément est venu envenimer la situation. Le 7 mars, soit exactement la veille de l'échange téléphonique entre le chef de la diplomatie algérienne et son homologue azerbaïdjanais, les autorités de Bakou ont diffusé, via leurs médias nationaux, une vidéo particulièrement accusatrice. On y voit des enquêteurs présenter des explosifs qui auraient été saisis lors d'une opération visant des agents liés à l'Iran. Selon la version officielle avancée par le gouvernement azerbaïdjanais, ces dispositifs auraient été destinés à perturber la stabilité du pays et à viser des installations énergétiques stratégiques, notamment certains champs pétroliers et gaziers. Les images, largement relayées par les médias locaux, montrent ces explosifs présentés comme les preuves d'une opération antiterroriste réussie. Les autorités affirme même avoir neutralisé plusieurs projets d'attaque. Je dis bien plusieurs, impliquant des réseaux associés à l'Iran, avec pour cible des infrastructures sensibles ainsi que des lieux fréquentés par la communauté juive installée en Azerbaïdjan. Les allégations formulées par Bakou sont loin d'être anodines. Elles sont même particulièrement lourdes de conséquences. Les chaînes et journaux azerbaïdjanais ont largement diffusé les images censées étayer ces accusations. Selon les autorités du pays, leur service de sécurité d'État, connu sous l'acronyme SSS, serait convaincu d'avoir mis au jour des réseaux liés à Téhéran. D'après leur analyse, des agents iraniens ou des cellules dormantes auraient planifié des actions visant des infrastructures hautement stratégiques. Parmi les cibles évoquées figure notamment l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, ce corridor énergétique majeur qui transporte le pétrole de l'Azerbaïdjan vers la Turquie en passant par la Géorgie. Mais ce n'est pas tout. Les services de sécurité affirment également qu'une personnalité influente de la communauté juive mizrahi installée dans le pays aurait figuré sur la liste des objectifs potentiels de ces opérations clandestines. Des accusations extrêmement graves donc. Face à cette déclaration, la réaction de Téhéran s'est fait attendre. Les autorités iraniennes n'ont d'abord formulé aucun commentaire public immédiat. En revanche, concernant l'incident du 5 mars 2026, l'Iran a catégoriquement rejeté toute responsabilité et a plutôt pointé du doigt Israël. Il est également intéressant de rappeler un détail diplomatique. Le chef de l'État azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, s'est déjà rendu à Alger par le passé. Lors de cette visite, plutôt rare dans l'histoire des relations entre les deux pays, il avait notamment rendu hommage au Mémorial des Martyrs et rencontré le président Abdelmadjid Tebboune dans le cadre d'un événement international. Les deux dirigeants avaient échangé longuement et Aliyev avait même invité son homologue algérien à effectuer à son tour une visite officielle en Azerbaïdjan. Mais malgré ces gestes protocolaires, la relation entre Alger et Bakou reste, pour le dire franchement, assez limitée. Les liens n'ont jamais été particulièrement profonds ni structurants. Certes, en 2025, un émissaire spécial du président azerbaïdjanais a bien été reçu dans la capitale algérienne et des messages diplomatiques ont été échangés entre les deux gouvernements. On observe même quelques tentatives pour bâtir des partenariats. Cependant, si l'on regarde l'histoire des relations bilatérales, l'Azerbaïdjan n'a jamais figuré parmi les partenaires les plus proches de l'Algérie. Le rapprochement observé récemment semble davantage lié aux bouleversements géopolitiques récents dans la région. Et c'est justement là que réside le paradoxe. Car depuis le 28 février 2026, rappelons-le, la diplomatie algérienne n'a toujours pas publiquement condamné les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran. Aucun appel officiel, aucun contact diplomatique avec Téhéran, aucune déclaration de soutien.
Ni le président Abdelmadjid Tebboune, ni le ministère des Affaires étrangères, ni aucune institution officielle n'a adressé le moindre message de solidarité ou d'amitié à l'Iran, pas même une simple expression de soutien symbolique. Ce qui rend la situation encore plus déroutante, c'est le souvenir très récent d'un rapprochement spectaculaire entre Alger et Téhéran. Pendant son premier mandat, notamment à partir de 2024, Abdelmadjid Tebboune avait multiplié les gestes en direction des autorités iraniennes. Cette dynamique avait atteint son apogée avec la visite remarquée de l'ancien président iranien à Alger. Nous reviendrons d'ailleurs sur cet épisode dans une prochaine émission. À cette période, les deux gouvernements avaient signé toute une série d'accords ouvrant la voie à une coopération renforcée. Entre 2023 et 2025, certains observateurs parlaient même d'une véritable période d'entente, presque d'une lune de miel diplomatique entre les deux pays. Et pourtant, malgré cette proximité récente avec Téhéran, le pouvoir algérien semble aujourd'hui privilégier un rapprochement avec un acteur dont les liens avec Alger restent, objectivement, très limités, l'Azerbaïdjan. Les intérêts communs entre les deux pays sont modestes, pour ne pas dire marginalement développés. D'ailleurs, la présence du président azerbaïdjanais à Alger reste un événement extrêmement rare. Sa seule visite notable remonte au sommet arabe organisé dans la capitale algérienne début novembre 2022. À l'époque, Ilham Aliyev participait à la rencontre en tant que président du mouvement des non-alignés lors du 31e sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu les 1er et 2 novembre. C'est dans ce cadre qu'il avait rencontré Abdelmadjid Tebboune. Depuis cet épisode, les échanges entre les deux pays n'ont jamais vraiment dépassé le stade protocolaire. Les relations sont restées superficielles, sans véritable profondeur stratégique. Et il y a une raison évidente à cela. Dans cette région du monde, l'Azerbaïdjan est reconnu comme un partenaire solide d'Israël. On parle même d'un des alliés les plus importants de l'État hébreu sur les plans politiques, économiques et militaires. Rappelons un fait simple mais révélateur. Depuis la fin du mois de février, aucune prise de position officielle d'Alger n'est venue soutenir Téhéran. Pas de condamnation des attaques dont l'Iran se dit victime, pas de déclaration publique pour dénoncer les bombardements. Silence total. Pourtant, le 1er mars 2026, Abdelmadjid Tebboune a personnellement décroché son téléphone, et les images que vous allez voir le montrent clairement, pour joindre plusieurs dirigeants des monarchies arabes du Golfe. Ces appels visaient précisément les pays touchés par les représailles iraniennes, l'Arabie saoudite, Bahreïn, Oman ou encore le Koweït. À chacun d'eux, le président algérien a exprimé son soutien et sa solidarité. Une seule exception dans cette série de contacts diplomatiques, les Émirats arabes unis. Leur dirigeant n'a pas été approché, conséquence directe du froid persistant entre Alger et Abu Dhabi. Pour le reste, presque tous les chefs d'État et souverains de la région ont reçu un message de soutien de la part d'Alger. Mais dans ce tableau, un détail semble curieusement passer au second plan. Car dans toute guerre, il existe un point de départ, un déclencheur, un premier coup porté. Et selon de nombreux observateurs, ce n'est pas l'Iran qui a ouvert les hostilités. Téhéran affirme avoir simplement réagi à des frappes menées par les États-Unis et Israël. Certes, les États du Golfe n'ont pas directement attaqué l'Iran, mais il faut aussi rappeler que plusieurs d'entre eux accueillent sur leur territoire d'importantes bases militaires américaines. Bien entendu, les frappes iraniennes contre ces pays ne peuvent être ni justifiées ni encouragées. Personne ne devrait rester indifférent face à de telles attaques. Mais la question se pose tout de même. Doit-on, dans le même temps, rester silencieux face aux bombardements américains et israéliens qui ont visé l'Iran, puis touché également des territoires comme le Liban? Or, jusqu'à présent, le président Abdelmadjid Tebboune n'a pas pris contact avec son homologue libanais. L'ambassadeur du Liban à Alger n'a pas non plus été invité au ministère des Affaires étrangères, contrairement aux représentants des monarchies du Golfe, pour recevoir des messages officiels de soutien et d'amitié de la part des autorités algériennes. Si l'on observe attentivement la séquence diplomatique, le message devient difficile à ignorer. Tous les États qui se positionnent contre l'Iran semblent recevoir des gestes de soutien venus d'Alger. Encouragement, marque d'amitié, déclaration de solidarité. Autrement dit, la ligne choisie par le pouvoir algérien apparaît de plus en plus claire. Et quand le chef de l'État ou le ministre des Affaires étrangères prend contact officiellement avec un pays comme l'Azerbaïdjan, comme l'a confirmé un communiqué officiel du ministère, ce n'est évidemment pas un simple échange protocolaire. Dans cette conversation, l'Algérie a exprimé son appui,
tout en prenant soin d'écouter la lecture des événements présentés par les autorités azerbaïdjanaises et en s'informant de leur analyse de la situation régionale. En revanche, un détail saute aux yeux. Aucun appel, aucun geste comparable envers Téhéran. Pas de démarche similaire, pas d'initiative diplomatique équivalente. Pourtant, si l'on s'en tient à une lecture factuelle et aux principes du droit international, l'Iran apparaît comme le pays qui a subi les premières frappes et qui affirme aujourd'hui réagir pour se défendre. Et c'est là que l'ironie de la situation devient particulièrement frappante. Car lorsqu'il est question du Sahara occidental, Abdelmadjid Tebboune évoque régulièrement la légitimité du droit international. Les principes juridiques internationaux deviennent alors un argument central, notamment celui qui consacre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sur le dossier palestinien aussi, Alger se présente volontiers comme un défenseur ardent des règles du droit international. Or, ces mêmes règles affirment clairement qu'un État ne doit pas attaquer un autre État, qu'il est interdit de porter atteinte à la souveraineté d'un pays indépendant ou de menacer sa sécurité par la force militaire. Pourtant, face à la situation actuelle, on a l'impression que ces principes ont soudainement disparu du discours officiel. Abdelmadjid Tebboune, lui, semble avoir choisi d'afficher sa solidarité avec les adversaires de l'Iran tout en gardant une distance totale vis-à-vis de Téhéran, sans même accorder le moindre mot public de soutien ni la moindre attention diplomatique. Il est utile de rappeler un élément essentiel pour comprendre toute cette dynamique. Les rapports entre Bakou et Tel Aviv ne datent pas d'hier. Depuis le début des années 1990, les deux États entretiennent des relations diplomatiques directes et reconnues. Dès que l'Azerbaïdjan s'est affranchi de l'Union soviétique, Israël a rapidement reconnu son indépendance. Au départ, cette coopération avançait avec une certaine discrétion. Mais avec le temps, elle s'est transformée en un partenariat de plus en plus assumé. Un moment symbolique a marqué cette évolution. L'ouverture de l'ambassade azerbaïdjanaise en Israël en 2023, qui coïncidait avec le 30e anniversaire des relations entre les deux pays. Aujourd'hui, ce petit État du Caucase, majoritairement chiite, mais gouverné selon un modèle laïque et situé juste à côté de l'Iran, est considéré comme l'un des alliés les plus solides d'Israël dans la région. Leur coopération couvre de nombreux domaines sensibles: vente d'armes, technologie militaire avancée, échanges en matière de sécurité et même collaboration dans le renseignement. Et si l'on observe les dernières années, cette proximité ressemble presque à une véritable idylle stratégique. Entre 2025 et 2026, plusieurs déplacements de haut niveau ont été organisés. Le chef de la diplomatie israélienne s'est rendu à Bakou, tandis que des responsables azerbaïdjanais effectuaient des visites à Tel Aviv. Les deux pays ont multiplié les accords dans des secteurs variés: énergie, défense, agriculture, innovation technologique ou encore tourisme. Ce qui est particulièrement révélateur, c'est que malgré les tensions qui secouent régulièrement le monde musulman, Bakou n'a jamais suspendu ses relations avec Israël. Ni les échanges économiques, ni la coopération sécuritaire n'ont été remis en cause. Au contraire, l'Azerbaïdjan s'est imposé comme un partenaire énergétique majeur pour l'État hébreu, lui fournissant entre 40 et 60 % de son pétrole. Le commerce entre les deux nations a d'ailleurs atteint des niveaux impressionnants, dépassant 1,7 milliard de dollars en 2022. La coopération entre Bakou et Tel Aviv ne se limite pas à quelques déclarations diplomatiques. Elle se traduit aussi par des décisions économiques très concrètes. En 2025, la société pétrolière publique azerbaïdjanaise SOCAR, l'équivalent local de Sonatrach, a pris une participation de 10% dans le champ gazier israélien de Tamar. Un geste qui illustre clairement l'intensification du partenariat énergétique entre les deux États. La même année, et rien que durant les 6 premiers mois, les capitaux azerbaïdjanais injectés directement en Israël ont dépassé 542 millions de dollars. Autrement dit, Bakou ne se contente pas d'entretenir de bonnes relations avec Israël, il construit méthodiquement une alliance stratégique. Et cette alliance dépasse largement le domaine économique. Sur le plan militaire, Israël fournit à l'Azerbaïdjan une grande partie de son arsenal moderne. On estime qu'environ 70% des équipements militaires importés par Bakou proviennent de l'industrie de défense israélienne. Ce soutien technologique a d'ailleurs joué un rôle déterminant dans les récents affrontements avec l'Arménie, notamment lors des conflits de 2020 et de 2023 autour du Haut-Karabakh, une région longtemps disputée entre les deux voisins. Grâce à cette supériorité militaire, l'Azerbaïdjan a réussi à reprendre le contrôle de ce territoire stratégique.
En clair, Bakou n'est pas simplement un partenaire d'Israël, c'est l'un de ses alliés les plus affirmés. Et c'est précisément là que le contraste devient frappant. Pendant des années, entre 2020 et 2024, Abdelmadjid Tebboune avait adopté un discours très virulent contre Israël. La rhétorique officielle multipliait les dénonciations du sionisme, présentait la cause palestinienne comme un principe sacré et affirmait que toute relation, directe ou indirecte, avec l'État hébreu devait être rejetée. Dans certains cas, ces liens étaient même assimilés à des actes condamnables sur le plan politique et moral. Mais voilà qu'en février 2026, au moment même où Israël mène des opérations militaires contre l'Iran et où des villes iraniennes sont bombardées, ce discours enflammé disparaît presque soudainement. Comme par magie, la rhétorique antisioniste semble s'être évaporée. À la place, le régime Tebboune se montre prompt à afficher sa proximité avec des partenaires d'Israël, comme l'Azerbaïdjan, tout en restant étonnamment silencieux à propos de l'Iran. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, Téhéran était encore décrit par Alger comme un partenaire fiable, parfois même comme un allié stratégique. Aujourd'hui, la direction prise paraît différente. Pour beaucoup d'observateurs, le choix est désormais évident. Dans ce